bonjour à tous. Je suis content de recevoir Tristan de la chaîne Crypto Robot. Je suis très content de le recevoir parce que c'est une chaîne qui fait référence en termes euh, de programmation algorithmique sur des stratégies de trading. Tristan, tu nous en diras un petit peu plus lors Bien de cette sûr. interview. Donc, une interview de 20-30 minutes, assez condensée. Donc, l'objectif, c'est que Tristan nous présente sa chaîne et on va parler un petit peu plus tard dans la vidéo de la collaboration avec Diabolo. Donc, l'objectif, c'est de créer un robot algorithmique sur Diabolo qu'on va intégrer sur Diabolo, donc avec les compétences de Tristan. Merci Julien pour l'invitation et bonjour à tous. Du coup, pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Tristan, je suis le cofondateur de la chaîne CryptoRobot. CryptoRobot, c'est une chaîne du coup qu'on a montée il y a à peu près 2 ans avec mon associé qui s'appelle Arthur. On est été amené en fait à créer cette chaîne suite à une remarque un peu qu'on s'est fait, c'est quand on regardait un peu les différentes chaînes sur YouTube et notamment le YouTube anglophone, parce que ça n'existe pas trop en français, on a remarqué qu'il y avait énormément de chaînes qui proposaient, par exemple, des exemples de stratégies de trading avec des règles très fixes, hein, donc d'entrée et de sortie. Et ces stratégies de trading, ce qu'il faisait, c'est que dans la stratégie, il a expliqué que, OK, vous devez rentrer à ce moment-là, lorsqu'il y a cet indicateur et cet indicateur qui sont à cette valeur précise, par exemple. Et il montrait peut-être 5 ou 6 trades à la suite où ça se passait très très bien. Dans ce cas-là, eh ben, la vidéo, forcément, on avait envie d'installer tout de suite, de mettre en place cette stratégie et on s'est dit qu'on allait devenir très très riche. Sauf que nous, en fait, avec Arthur, du coup, on avait en fait les compétences pour être capable de backtester cette stratégie. Ça, on y reviendra, hein, mais le backtest, c'est vraiment la clé, la première clé du trading algorithmique, c'est-à-dire tout simplement simuler la stratégie sur le passé. Et lorsqu'on simulait cette stratégie sur le passé, sur les différents actifs, en fait, on se rendrait assez vite compte que ces stratégies, elles allaient assez vite à zéro en général. C'est-à-dire que dans les vidéos, les personnes montraient en fait les 5 endroits où ça se passait bien, et après, en fait, elles ne montraient pas tous les endroits où ça se passait mal, et ça se passait beaucoup plus souvent mal que bien en général. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, on s'est dit qu'il y avait un vrai problème là-dessus, sur le fait qu'il y avait très peu de chaînes anglophones et encore moins francophones. Donc là, ça n'existait carrément pas, qui essaye de démocratiser un peu justement ce qu'on peut appeler le trading algorithmique, hein, qui est le fait justement en fait d'automatiser des stratégies de trading avec 2 étapes dans l'automatisation de la stratégie de trading. La première étape qui est un peu le backtesting, qui est la simulation sur le passé, et après la mise en place du coup de cette stratégie directement auprès par exemple d'un exchange crypto. Là-dessus, en fait, on s'est aussi dirigé vers ça, du coup, parce qu'on avait notamment des compétences de base, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai un profil dans le domaine de la data science, donc moi, je suis assez orienté justement sur le côté données et métriques, et ça me permet en fait d'avoir vraiment une analyse profonde de tout ce qui est backtest, etc. Et j'ai mon associé Arthur qui est plutôt sur le côté finance de marché, qui comprend bien les règles de la finance en général, et justement, c'est cette association, je pense, qui nous rend un peu plus fort et qui nous a amené à créer la chaîne CryptoRobot. D'accord, donc toi tu as un profil plus technique, plus ingénieur. Exactement. Euh, donc, tu t'occupes surtout de la partie programmation, donc des stratégies. Et donc, tu viens de nous le dire, le backtesting a une importance capitale dans l'élaboration de la stratégie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, euh, est-ce que tu parlais déjà des stratégies qu'on voyait sur les réseaux sociaux où ils montrent effectivement une petite période et la période qui est pas forcément significative de la stratégie où, on- où ils font ressortir le maximum de gains. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, quelques anecdotes comme ça de stratégies que tu as vues sur les réseaux, que tu as backtesté derrière et justement tu as pu voir ces différences notables entre ce qui est annoncé et les backtests que tu as réalisés. Là-dessus, en fait, même ce qu'on s'est amusé à faire au cours du temps, même, c'est une sorte de petite série, on va dire, qui s'appelait YouTube Review. C'est-à-dire que justement, on prenait des vidéos anglaises, par exemple, qui ont bien marché sur certaines stratégies, avec des miniatures où il y avait marqué 95% win rate, des choses comme ça, voire même 99,9. Enfin, on pouvait un peu tout voir. Et en fait, quand on testait, souvent, le win rate, des fois, ça tournait autour de 20%. Après, il y a toujours, en fait, il peut y avoir des bonnes idées, mais en général, ce qui est montré, c'est vraiment
quelque chose où je ne sais même pas comment ils arrivent à faire ça et montrer ça en fait. J'ai un peu l'impression qu'ils prennent des indicateurs un peu à la mode et qui montrent deux trois trades et comme ça fait une bonne vidéo. Mais derrière, lorsqu'on teste vraiment, j'ai pas de chiffres à te donner, mais comme je te dis, en fait, c'est justement souvent ça va très vite en moins d'un an à pratiquement 0 $, quoi. Mm. Donc c'est souvent vraiment catastrophique, notamment si on prend en compte les frais de trading qui sont quelque chose important à prendre en compte et qui sont trop souvent négligés, mais c'est quelque chose qui est hyper important dans le trading algorithmique, surtout quand on va parler de scalping, etc., qui sont vraiment euh, des, euh, Mm. des termes un peu plus où on va faire du trading avec un peu plus de fréquence que d'habitude. Dans ce cas-là, les frais de trading sont vraiment indispensables à Mm. prendre en compte et c'est souvent ce qui peut faire la différence entre une Ouais. stratégie rentable et une stratégie pas du tout rentable. Oui, même si les frais de trading ont beaucoup baissé, notamment sur les exchanges crypto, ils sont quand même pas Ils sont assez négligeables. faibles Ils d'ailleurs. sont faibles, mais pas Mm. négligeables. Mais lorsqu'on réalise une dizaine, voire une centaine de transactions par jour, ça représente quand même un montant qu'il faut tenir compte et qui ne sont pas forcément pris en compte justement dans les backtests qui sont présentés sur les stratégies qu'on peut retrouver sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Donc il faut vraiment faire attention. Oui, c'est ce que j'ai bien aimé dans ta chaîne, c'est que tu testes vraiment la réalité sur des stratégies. Tu montres exactement si la stratégie est rentable ou non. Du coup, est-ce que tu as créé toi-même des stratégies propres depuis, parce que ta chaîne a été créée en 2021, donc je suppose que depuis, tu as pu tester et puis mettre en application certaines stratégies. Donc, Mm. Alors là-dessus, en fait, il y a 2 points, c'est-à-dire que nous, notre chaîne est vraiment basée sur de l'éducation. C'est-à-dire que, on va essayer de présenter des stratégies qui, on pense, sont rentables et cetera, mais notre but, c'est pas forcément de présenter la meilleure stratégie avec tous les paramètres optimisés et cetera. Nous, notre but, c'est justement plutôt amener les personnes à le faire par eux-mêmes. Donc ça, c'est notre but premier. Après, du côté personnel et à la fois sur la chaîne, j'ai pu justement tester pas mal de stratégies. La plupart des stratégies sur lesquelles en fait on arrive à être rentable sur le long terme et surtout dans le secteur des cryptos, c'est ce qu'on appelle les stratégies de tendance. C'est des stratégies du coup, comme leur nom l'indique, en fait, qui vont essayer de surfer sur les tendances. C'est-à-dire que c'est pas forcément une bien ou une bonne chose d'avoir peut-être 90% de win rate. Donc c'est vrai que j'avais pas expliqué rapidement le terme win rate, c'est en fait le pourcentage de trades gagnants par rapport aux perdants, hein. Donc c'est-à-dire si on a 90% de win rate, on va gagner 9 trades sur 10, mais c'est pas forcément quelque chose qui est optimal. C'est-à-dire que si on gagne 9 trades sur 10, mais que quand on perd un trade, on perd en fait tout ce qu'on aurait gagné sur 9 trades, ben, c'est pas forcément bon. À l'inverse, une stratégie de tendance souvent a des win rates entre 30 et 40%, hein, c'est-à-dire qu'il y a plus de trades perdants que de trades gagnants, mais le but c'est qu'on va être vraiment capable de surfer sur la tendance, c'est-à-dire que notamment lorsqu'il y a des phases soit de bull market, soit de bear market, donc avec des très belles tendances haussières ou baissières, hein, donc si on est capable de trader en futur, donc en faisant des longues et des shorts, parier à la hausse et parier à la baisse. Donc là-dessus, lorsqu'on a des belles tendances qui se dessinent et le marché crypto en fait est vraiment très orienté sur justement du marché de tendance, c'est-à-dire que on l'a vu si on prend l'exemple du Bitcoin, hein, avec un très beau bull run sur la deuxième moitié d'année 2020 et le début de l'année 2021, et après depuis mi-2021, on a vraiment eu une belle phase baissière là-dessus, et le but en fait va être vraiment de surfer sur ces tendances, c'est-à-dire de pouvoir en fait pas rentrer forcément au point le plus bas, mais rentrer à un point, on va dire, intermédiaire, mais surtout être capable après de prendre toute la hausse du début à la fin et sans essayer en fait de forcément essayer de rentrer sortir le plus possible. Il y a différentes stratégies là-dessus, ça va aussi dépendre de time frame, etc. Mais là-dessus, c'est sur les stratégies de tendance que personnellement, on a le plus de réussite. Après, c'est comme tout, comme le trading manuel, c'est-à-dire que chacun va s'adapter, on va dire, un peu à son style de trading. Mais on a pas mal de stratégies en fait qui ont eu des bonnes performances, notamment des bonnes performances, par exemple, sur 2022 qui a vraiment été une année mauvaise sur les cryptos, donc je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais sur l'année 2022, je pense que Bitcoin a perdu pas mal de sa valeur. mm. Oui, mais Et à l'inverse, du coup, mm, tu avais une belle tendance baissière sur exact, 2022. exactement. Et donc, en fait, le fait qu'on puisse également parier à la baisse, on peut également profiter en fait, justement, des tendances baissières. Et ça, c'est un vrai point positif et en fait, qui permet de dégager du rendement même lorsqu'il y a des baisses.
Le défaut des stratégies de tendance, ça va être en période de range. Donc là aussi, on en a subi quand même pas mal de fin 2022, début 2023. Donc là, c'est là où en général, les stratégies de tendance vont être un peu perdantes. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on est en range, eh ben, on a du mal à identifier des tendances forcément. Et de temps en temps, on va identifier un début de tendance et non, ça revient à la moyenne. Donc c'est là-dessus, en fait. Et tout ça pour dire également qu'une stratégie, en fait, peu importe sa stratégie, ne peut pas être gagnant, forcément tout le temps. C'est-à-dire que c'est comme n'importe en fait, c'est comme le trading assez classique, hein, faut pas s'enlever ça de la tête. C'est-à-dire qu'un bot de trading, c'est pas magique non plus. Et il faut vraiment garder en tête que, ben, il faut connaître les forces et les faiblesses de sa stratégie. On peut essayer de diminuer au maximum les faiblesses. On peut pas les faire disparaître totalement en général, mais à partir de là, on va être capable en fait de dégager des rendements. Et par exemple, sur l'année 2022, on a eu des beaux rendements sur la première moitié de l'année 2022. Sur la deuxième moitié, on a eu des rendements assez limités, voire des petites pertes. Mais c'est en fait sur la totalité de l'année, du coup, on est capable de dégager des rendements entre 30 et 40% sur des stratégies avec des très bonnes gestions de risque. Là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que créer des stratégies qui font 4-5 000 par an dans les backtests, c'est possible, mais en général, ça va être avec des prises de risque qui sont beaucoup trop importantes et qui, dans le futur, en général, on va le payer. Oui, tu fais bien de le signaler. Euh, Souvent, les stratégies qui sont prisées par le grand public, c'est les stratégies qui arrivent en haut de panier avec plusieurs milliers de pourcents. Et souvent, ces 1000% sont obtenus sur des courtes périodes, enfin sur les dernières périodes, euh, parce qu'elles remontent dans le classement sur les dernières périodes, mais sur les dernières périodes, elles ont peut-être été favorables sur ces stratégies-là. Mais lorsqu'on choisit ces stratégies, on s'expose à des risques inversement, qui sont aussi élevés que les pourcentages qui ont été effectués récemment. Donc, enfin, moi personnellement, le drawdown que je me suis fixé, c'est maximum 20%. Après, tu peux nous en dire un peu plus sur tes stratégies, sur celles que tu privilégies. Quelles sont justement les métriques que tu souhaites, que tu mets en place, qui sont primordiales justement dans l'élaboration de tes stratégies? Donc, là-dessus, en effet, comme tu le dis, le money management et en fait, la plus grosse métrique qui n'est pas vraiment une métrique, mais je vais détailler juste ensuite, c'est, la métrique du risk reward. C'est-à-dire que le trading, justement, c'est comme tout, ils ont vraiment un pourcentage en fait, c'est une espérance de gain par rapport à une espérance de perte et là-dessus, il y a certaines métriques, par exemple, comme le Sharpe ratio, qui sont, des métriques qui sont très connues là-dedans, qui vont être capables, en fait, d'identifier la volatilité, de, votre stratégie. C'est vraiment quelque chose qui est clé. C'est en quelque sorte, tout simplement, si votre stratégie a des gros pics comme ça, et ben, c'est pas forcément quelque chose de bon. Et d'ailleurs, même sans parler de métriques ou quoi que ce soit, peut-être une des choses les plus importantes à regarder en général et qui peut nous donner énormément d'indications, c'est un graphique, c'est tout simplement l'évolution du portefeuille au cours du temps. C'est-à-dire que justement, si on a un portefeuille qui évolue énormément, mais qui fait des gros pics comme ça, ben, c'est pas forcément bon. Au contraire, nous, ce qu'on va chercher, c'est un portefeuille qui évolue pratiquement en ligne droite. Ça n'existe pas, hein, c'est jamais linéaire, mais le but, c'est d'être le plus proche possible justement d'une droite qui évolue de manière complètement linéaire et qui en fait justement diminue au maximum les pertes. Et donc là-dessus, hein, comme tu en as parlé, Julien, c'est vraiment le drawdown qui est aussi une des métriques clés, c'est-à-dire en fait le drawdown, c'est la perte maximum par rapport au plus haut historique du portefeuille. Et là-dessus, c'est quelque chose aussi très important à regarder et notamment également, ce qui peut être très intéressant, c'est de regarder un graphique du drawdown, c'est-à-dire qu'on est capable d'afficher en fait le drawdown au cours du temps. C'est-à-dire que, ben, par exemple, en 2021, j'en sais rien, on a eu un drawdown qui a duré pendant peut-être 2 mois, qui a allé jusqu'à moins 15%, ainsi de suite. Et en fait, ça, c'est très important de voir en fait là-dessus justement la régularité des drawdowns. Et moi, en dehors des métriques, si moi je devais en choisir qu'une seule, comme je t'ai dit, ce serait plutôt le Sharpe ratio qui est vraiment en un seul chiffre en fait, qui est compris, on va dire, entre 0 et 3, même si c'est pas exactement ça, c'est-à-dire que c'est une métrique de risque justement, et lorsqu'il est au-dessus de 1, on a une très bonne stratégie, lorsqu'il est entre 0 et 1, c'est une stratégie plutôt moyenne, et en dessous de 0, c'est une très mauvaise stratégie. Et là-dessus, c'est si je devais choisir une métrique, ça serait celle-là, mais ce que je préfère encore faire, c'est tout simplement de regarder sur certains graphiques de manière visuelle justement 2 choses, l'évolution du portefeuille au cours du temps et l'évolution du drawdown au cours du temps également, qui sont vraiment pour moi les 2 indices, clés afin de, en fait, tout
tout simplement justement de gérer et de connaître un peu les forces et les faiblesses de votre stratégie. Car comme je te l'ai dit aussi, en fait, le fait d'avoir un graphique au cours du temps, ça permet vraiment de te rendre compte où est-ce que ta stratégie est forte, où est-ce qu'elle est moins forte, et justement d'identifier potentiellement ses faiblesses pour essayer peut-être de les diminuer un peu, même si, comme je te l'ai dit, on est vraiment, une stratégie aura toujours des faiblesses. La stratégie parfaite n'existe pas. D'accord. Donc la stratégie parfaite finalement, enfin qui s'approche de la perfection, c'est une stratégie donc qui a la courbe de progression la plus linéaire possible. Exactement. Euh, et pour avoir cette courbe linéaire, je suppose que c'est le temps, en fait, c'est le temps qui fait la stratégie. On peut pas, la stratégie ne peut pas être parfaite du premier coup. Et est-ce que comment tu vois? Parce que les marchés, au fait, sont chaotiques. Faire un backtest sur une période passée, la période passée ne va pas dire que par exemple, si ta stratégie s'en sort bien sur 2022, qui a été une année assez difficile, on va pas se le cacher, euh, si elle a bien réagi sur 2022, elle va pas forcément bien réagir sur 2023. Et une stratégie qui a bien réagi en bull market ne va pas forcément bien réagir dans le bull market suivant. Donc pour toi, comment doit vivre une stratégie? Est-ce qu'elle doit être réadaptée mensuellement, quotidiennement? Est-ce que il y a des indicateurs à suivre quasiment, enfin, à quelle fréquence, si on doit réaliser une mise à jour de stratégie, doit-elle être faite? Ouais. Ouais, le plus important en fait là-dessus, c'est, comme tu as dit, de suivre la stratégie. C'est-à-dire que une stratégie, en théorie, moins on la touche, mieux c'est. Parce que justement, on va éviter le fait de retoucher, de se réoptimiser par rapport au passé, enfin de continuellement réadapter. Donc, moins on la touche, en théorie, mieux c'est. Après, ce qui est hyper important, cependant, c'est de suivre la stratégie pour voir si elle est toujours d'actualité, si elle continue à marcher, si, comme tu te dis, les marchés n'ont pas changé, n'ont pas trop changé et que la stratégie est toujours viable dans ce contexte de marché. Alors pour ça, il y a pas mal de techniques. Ça va commencer à être des techniques un peu plus complexes en général, mais la première technique, encore une fois, on peut la voir sur un graphique. C'est-à-dire qu'on fait un backtest, par exemple, j'en sais rien, jusqu'à 2022. Si notre backtest il est parfait, comme je l'ai dit avant, c'est-à-dire quelque chose de pratiquement linéaire, et qu'après on la met en production, par exemple, début 2023, et que on regarde, on laisse tourner 3 mois, et que la courbe en fait elle fait ça, puis ça, tout simplement, et qu'on voit vraiment une cassure du moment où on l'a mis en production, bah là, c'est clairement un indicateur que la stratégie en fait a eu ce qu'on appelle du surapprentissage, c'est-à-dire que la stratégie a été trop optimisée, on va dire, par rapport aux périodes précédentes, et tout simplement, elle n'est pas capable de s'adapter à des nouvelles données qu'elle n'a encore jamais vues. Et là-dessus, c'est un gros point. Après, il existe plein d'autres analyses aussi qu'on peut pousser un peu plus dans le détail, c'est-à-dire réaliser en fait un peu ce qu'on appelle des simulations du futur. C'est-à-dire en fait, on est capable par exemple de prendre tous les trades d'une stratégie et d'en faire plein de simulations dans un ordre aléatoire, c'est-à-dire reprendre tous les trades du passé, potentiellement les modifier avec un peu d'aléatoire et les mettre dans un ordre aléatoire et faire plein de simulations en fait justement sur le futur et voir où en est ta stratégie du coup par rapport à toutes ces simulations. C'est-à-dire que si tu réalises j'en sais rien, disons 100 simulations et que ta stratégie actuellement en fait fait encore moins bien que la pire des 100 simulations, dans ce cas-là, tu peux te dire clairement qu'il y a un problème et qu'il faut revoir ta stratégie. Donc ce que je dis vraiment, c'est que le plus important, c'est de la suivre, de suivre. Premièrement, le plus simple, c'est de suivre tout simplement le graphique d'évolution et de tout simplement de voir si à un moment il y a une cassure et si ça ne ressemble en fait à aucun moment du passé, et qu'on fait bien moins et que c'est bien moins bien que dans le passé, c'est souvent qu'on a un problème et qu'il faut essayer de la réadapter. Mais après, c'est toujours pareil, justement, à chaque réadaptation, en fait, ça va demander un peu un temps d'incubation pour bien vérifier que la réadaptation qu'on a faite, elle est pertinente pour le marché actuel. D'accord, impeccable. Alors, tu nous as parlé de stratégie de tendance, donc celle que tu privilégiais là depuis quelques années. Est-ce que il y a d'autres stratégies qui te viennent en tête qui peuvent être rentables, comme par exemple l'arbitrage? Je sais que tu en as parlé un petit peu sur ta chaîne, et aussi du trading haute fréquence. Est-ce que tu as un peu de visibilité sur d'autres stratégies que de tendance, comme celle que je viens de te citer? Ouais, alors en fait, il y a
pour moi, il y a vraiment 2 catégories. Il y a vraiment justement, on va dire, tout ce qu'on va mettre dans le trading haute fréquence, donc ça va prendre en compte l'arbitrage et cetera. Et après, il y a toutes les stratégies, on va dire, un peu plus classiques. Donc là, j'ai parlé des stratégies de tendance, mais d'autres stratégies qui sont très efficaces également, c'est les stratégies de retour à la moyenne. Que moi, personnellement, en fait, j'ai eu un peu moins de recherche là-dedans parce que justement, les stratégies de tendance me convenaient bien, mais surtout dans un marché qui évolue en fait de plus en plus de manière un peu saccadée. Les stratégies de retour à la moyenne peuvent être également très pertinentes. Donc les stratégies, en fait, comme on l'a vu, une stratégie de tendance, le but va être de surfer en fait sur sur toutes les tendances le mieux possible. À l'inverse, une stratégie de retour à la moyenne va plutôt viser le fait qu'à chaque fois, on va essayer de revenir un peu plus bas, enfin de revenir à la moyenne. C'est-à-dire que si on fait un pic de plus 10% en une heure, et ben c'est souvent qu'on va faire une petite correction juste après. Et le but va être en fait justement de pouvoir à chaque fois essayer de reprendre toutes les corrections. Donc ça, c'est par exemple une autre type de stratégie, les stratégies de retour à la moyenne qui peuvent être également très performantes. Après, il y a tout ce qu'on va mettre dans le trading haute fréquence, qui là est encore un autre point et qui pour moi n'est pas forcément destiné aux particuliers. C'est-à-dire que en fait, le trading haute fréquence, un des principaux problèmes, c'est justement les frais. Le trading haute fréquence et l'arbitrage, c'est, un peu des gros mots, mais si on peut, décomplexifier ça, en fait, le trading haute fréquence et l'arbitrage, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que le trading haute fréquence, ça va pas être forcément, j'achète et je revends suite à des indicateurs de manière très rapide. Ça va être plutôt justement, en fait, je vais par exemple comparer le prix entre plusieurs exchanges crypto. Je vais par exemple comparer le prix entre, Binance, Bybit, Bitget et cetera. Et à partir de ces points-là, en fait, si le prix si je vais regarder ça vraiment en continu, pratiquement à la milliseconde près, et si le prix d'une crypto sur un exchange est plus basse en fait que le prix d'un autre exchange, on peut se dire que on peut soit vraiment faire de l'arbitrage. Dans ce cas-là, on va carrément justement acheter sur l'exchange où c'est le plus bas à la hausse, donc faire un long et parier à la baisse sur l'exchange où c'est le plus haut pour essayer justement de se couvrir ou tout simplement en fait dire que bah, là où c'est le plus bas, c'est une anomalie de marché et on peut ouvrir un et on peut tout simplement justement juste faire un pari à la hausse. Là, dans ce cas-là, on n'est pas couvert, mais juste faire un pari à la hausse en disant que eh bien, sur cet exchange, si le prix le plus bas, c'est sur Bitget, eh ben, on va justement essayer de viser un petit point au-dessus. Après, tout ce qui est arbitrage aussi, c'est encore un autre domaine justement où là, si on parle que d'exchange, ça va être justement la communication entre les exchanges et essayer d'avoir un prix toujours le plus compétitif. Aujourd'hui, il y a des dizaines et des centaines d'algorithmes qui sont gérés par ce qu'on appelle les market makers en général, qui vont faire de l'arbitrage. Mais encore, le marché crypto est encore un marché assez jeune et il y a encore des petites opportunités, même surtout sur les exchanges, mais c'est quand même toujours assez limité et c'est quelque chose qui est très compliqué à maintenir, et cetera. On peut également faire de l'arbitrage sur là où il y a peut-être un peu plus de place encore sur tout ce qui est finance décentralisée. Mm. Où les échanges aujourd'hui, enfin se multiplient, tout ce qui est Uniswap, et cetera. Il y a énormément en fait de petits échanges décentralisés et le prix n'est pas forcément uniforme partout. Et l'arbitrage, ça va être justement essayer de profiter de ces ineffici ce qu'on appelle les inefficiences de marché, c'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, le prix du Bitcoin qui est à 25 000 à un endroit et à 27 000 à un autre. Et ben, le but, ça va être de tout simplement essayer de profiter de cette différence pour gagner de l'argent. Mais le trading haute fréquence, pour moi, est pas forcément adapté aux particuliers, car justement, en fait, on va dépenser énormément, souvent, on va payer énormément de frais. Donc, il faut souvent, en fait, avoir des avantages auprès des exchanges Mm. directement sur la réduction de frais, etc. Et ça, c'est pas Mm. destiné à tout. Par exemple, sur BNB, enfin sur Binance, il me semble qu'il faut avoir l'équivalent de 200 000 ou 300 000 dollars de jetons de Binance. Donc déjà, Par, ça par filtre, exemple. ça filtre. Par Il exemple. faut avoir des infrastructures serveurs aussi qui tiennent la route et aussi la distance par rapport aux serveurs des échanges. Enfin bon, c'est un budget relativement conséquent C'est ça. et je pense que le jeu ne vaut pas la chandelle, euh, même pour une entreprise assez costaud, de se lancer là-dedans. Donc effectivement, C'est un métier à part, en fait. C'est vraiment un métier à part. même les market makers que je connais ne font pas ça, donc je pense qu'il y a des raisons. Et par contre, au niveau des échanges, ils doivent pas se gêner. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus maintenant sur la stratégie que tu souhaites mettre en place sur Diabolo? Dans les grandes lignes, hein, on va pas rentrer
trop dans le technique aujourd'hui. Mais est-ce que dans les grandes lignes, tu m'as déjà dit que tu as réfléchi à la stratégie. Euh, Est-ce que tu peux nous la présenter rapidement pour que n'importe qui puisse comprendre à peu près comment elle va fonctionner, comment elle va s'implémenter sur Diabolo prochainement? Mm. Donc, ouais, comme je te l'ai dit, en fait, actuellement, moi, j'ai surtout de l'expérience dans les stratégies de tendance. Et là-dessus, le gros problème en fait que j'ai justement, c'est que la plupart de mes stratégies de trading sont très corrélées entre elles. C'est-à-dire que, si j'ai, 3 stratégies A, B, C, lorsque la stratégie A va bien marcher, je vais souvent aussi avoir la B et la C qui vont bien marcher, donc dans ce cas-là, tout le monde est content. Mais à l'inverse, lorsque la stratégie A va moins bien marcher, et ben, également la B et la C va moins bien marcher. Et donc, moi ce que j'ai envie de développer et ce que j'ai envie de développer du coup sur Diabolos, c'est une stratégie, rentable de retour à la moyenne. Donc comme, je t'ai expliqué, le retour à la moyenne, hein, c'est assez simple, c'est le fait de se dire que, justement, quand on a par exemple, des hausses trop brusques ou des baisses trop brusques, eh ben, on va plutôt essayer de revenir à la moyenne avant potentiellement de repartir. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est qu'en général, les vraies hausses ou les vraies baisses, c'est construit. C'est-à-dire que ça prend un peu de temps, c'est pas forcément instantané. Et là-dessus, il y a plein d'analyses qu'on a pu faire un peu aussi par le passé, justement des analyses quantitatives vraiment, sur le fait que par exemple, quand on a une bougie en 1 heure de plus 10%, et ben souvent la bougie suivante va être négative et souvent très négative. Là-dessus, on peut faire des analyses statistiques, mais le but justement va être en fait, d'essayer de profiter de ça et sur un marché crypto qui est très volatile. Donc, je pense que c'est des stratégies qui peuvent très bien marcher car justement, dû à la volatilité, en fait, on a de temps en temps des très hautes volatilités, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et essayer en fait d'être capable de profiter de ces volatilités pour dire que, ok, ben, dès que ça monte un peu trop, par exemple, je fais un pari sur la baisse en disant que ça va commencer à redescendre avant potentiellement de remonter, mais ça on s'en fiche. Le but, ça va être justement, nous, à chaque fois, de se placer sur ces justement retours à la moyenne afin d'essayer d'être le plus profitable possible avec bien évidemment un money management de qualité, c'est-à-dire qu'on va être capable de gérer, ben, ok, lorsqu'on a fait par exemple une hausse de 5%, et ben, on va commencer à parier à la baisse un peu. Si on continue par exemple, on a encore du capital pour parier à la baisse si on fait une hausse de 10%, etc. Et le but là-dessus va être vraiment d'être capable en fait de profiter au maximum de la volatilité des cryptos, qui est peut-être un des marchés les plus volatiles qu'on connaisse, pour essayer d'en tirer le plus de rendement possible. D'accord. C'est intéressant parce que j'ai toujours voulu implémenter justement un robot qui profite de ces anomalies de marché parce que sur les cryptos, c'est vrai que t'as des pumps et des dumps comme ça sans raison quoi sur n'importe quel actif. Euh, et voilà, je pense que le retour à la moyenne, c'est une stratégie qui peut bien fonctionner dans ce marché-là. Enfin, tant qu'il y aura des anomalies Il, perfectibles, il y en aura toujours ça. oui, il y en aura toujours, Je m'en fais pas. surtout sur les petits actifs. Mm. Donc, effectivement, c'est une bonne stratégie. Et puis, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes d'implémentation sur Diabolo. Est-ce que tu as un timing, une roadmap à nous partager? Ouais, alors en fait, le but, ça sera potentiellement de faire plusieurs, en quelque sorte, vidéos. Le but, ça sera potentiellement, dans un premier temps, de vous montrer, en fait, justement, comment on imagine la stratégie et de mettre, en quelque sorte, une base même que potentiellement, du coup, on pourra, partager, que tout le monde puisse un peu essayer cette base et voir comment, justement, avoir un peu des idées d'amélioration. Dans un deuxième temps, à partir de cette base qui, en général, du coup, on essaye de se baser sur une stratégie qui marche plutôt bien, mais qui a encore des défauts. Et à partir de ce moment-là, on va essayer en fait d'améliorer cette stratégie là-dessus. Et ça, on fera toute une étape justement en fait d'optimisation, d'amélioration. Et à la suite de cette étape, lorsqu'on estime que la stratégie sera bonne et que, en tout cas, on aura une bonne première version zéro, on va dire, on pourra la mettre directement sur Diabolo pour que vous puissiez en profiter. Très bien, bah, j'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Je sais que tu as un Discord. Bien Discord? sûr, ouais. 1 réseaux sociaux, si vous voulez être, on va dire, un peu, aux actualités tout simplement de nos différentes vidéos, ça va être YouTube, hein. C'est vraiment notre
notre principal canal. Et après, on va avoir Discord pour tout le côté communautaire, entraide. Si vous voulez parler justement avec des personnes qui sont dans le milieu du trading algorithmique, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, c'est un très bon espace d'échange. Et également Twitter, si vous souhaitez tout simplement un peu suivre les dernières Mm. actualités en général. Oui, j'ai vu sur ton Discord, c'est très actif, très dynamique. Il y a des programmeurs amateurs comme il y a des programmeurs un petit peu plus aguerris. Donc c'est très intéressant. Donc je conseille à tout le monde qui s'intéresse un petit peu au trading algorithmique d'y jeter un petit coup d'œil. Et je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Je te remercie Tristan. Et puis hâte de voir la suite pour la prochaine vidéo pour voir un petit peu comment on avance sur cette stratégie. Et voilà. À très bientôt. Merci à toi Ouais. et Merci beaucoup, Julien, pour merci, l'invitation. merci pour le temps que tu nous as consacré pour cette interview. Avec plaisir. Salut tout le monde. Salut, merci.